réponse. Je les remercie à l'avance. Mesdames et messieurs, je suis Shigeki Hori. Alors, sur ce sujet de politically correct, de toute manière, je suis contre tout ce qui est politically correct. Nous avons le devoir de irrespect, sans exagérer ce terme. Je ne trouve pas du tout intéressant de m'accommoder à l'expression politically correct. Donc, Monsieur Kulatate m'a déjà bien présenté et vous avez donc compris dans quel domaine je suis actif depuis un certain temps. Donc, je ne passerai pas longtemps sur ce sujet. Donc, j'enseigne à l'Université de Keio, j'enseigne le français. Aussi des pensées occidentales et la littérature aussi. Et en ce qui concerne la société française actuelle, sociale et culturelle, j'essaie d'apporter des éclaircissements sur des sujets d'actualité comme la loi sur la nationalité ou la laïcité ou encore la famille recomposée, donc des phénomènes sociétaux qui ne peuvent pas nous laisser étrangers. Donc, j'essaie de sensibiliser les étudiants pour ces sujets. D'autre part, je suis traducteur. Et je ne travaille pas comme traducteur beaucoup en ce moment, mais dans les années 90, j'étais très active comme traducteur. J'ai fait moi-même un dossier de publication en faveur de certains nombres d'auteurs. Et j'ai contacté moi-même des éditeurs et je me suis proposée naturellement comme traducteur. Et quelle était la motivation qui était derrière mes actions? J'en parlerai un peu plus tard. Donc, j'ai traduit, entre autres, l'œuvre la plus connue, un best-seller, et qui multiplie le nombre de tirages, c'est les œuvres de la regrettée Agatha Christophe, auteure exilée en Suisse, auteure hongroise exilée en Suisse, donc la trilogie qui commence par le Grand Cahier. J'ai introduit également Annie Ernaux, et j'ai insisté sur l'introduction de cet auteur au Japon et j'ai pas mal traduit des œuvres d'Annie Ernaux. Et pour les écrivains un peu plus établis, disons, j'ai traduit Daniel Selnave, Simon Leys, et comme auteur un peu marginal, lui aussi, c'est Didier Deninx, qui a fait des polars d'abord, au début de sa carrière. Et actuellement, je traduis des œuvres de la science humaine, des sciences humaines. Cette année, je vais publier une œuvre de Dominique Schnapper, une œuvre très connue sur la nation, donc qui n'est pas connue au Japon encore, mais qui est très célèbre en France, dans la sphère francophone, qui est la communauté des citoyens. Et d'autre part, j'enseigne aussi à l'Institut français de Tokyo, donc j'anime l'atelier d'écriture de traduction littéraire au rythme de une fois par semaine. Donc, depuis toujours, je côtoie des difficultés du métier de traducteur et de la traduction. Et cet atelier a permis à un certain nombre d'élèves qui se sont fait distinguer comme traducteurs. Il y en a un qui a donné une nouvelle traduction de la rêverie d'un promeneur solitaire. Il y en a un autre qui a traduit Adolphe de Benjamin Constant et d'autres qui ont traduit des œuvres de Nancy Houston également. Donc, j'ai des occasions de les rencontrer de temps en temps et puis nous échangeons des difficultés que nous rencontrons tous les jours dans le métier de traducteur. Mais moi-même, je n'ai jamais mené de recherche sur la théorie de la traduction. Donc, je me suis jamais mis dans des perspectives méthodologiques, scientifiques pour réfléchir sur la traduction. Je suis plutôt un praticien.
de traducteur. Donc là, je vais vous présenter certains nombres de réflexions, mais elles sont menées pas par un théoricien, mais par un praticien de la traduction. Et donc, après ce préambule, je voudrais vous inviter à réfléchir sur la langue maternelle, et si c'est possible, dans des termes un peu philosophiques. Ensuite, je vais vous présenter mes points de vue sur la conséquence de l'apprentissage d'une langue étrangère. Sa conséquence sur notre propre existence. Et puis ensuite, je voudrais voir la traduction comme une expérience interculturelle ou voir expérience transculturelle. Donc là, sur ce point, je ne saurais jamais m'arrêter, mais je limiterai un certain nombre de remarques sur ce sujet. Donc à la fin, je vais essayer de réfléchir, je vais essayer de définir définir la traduction pour moi-même et pour les traducteurs. Et je vous dirai pourquoi j'ai voulu introduire un certain nombre ces œuvres françaises au Japon. Et je développerai ensuite ma conclusion. Donc, la traduction, donc, au sens large du terme, ça comprend l'intervention comme l'interprétation aussi, l'interprétation simultanée, orale aussi. Et quand on essaye de comprendre un message et transférer ce message d'une langue à une autre, tout cela, ça relève du travail de traduction. Mais ici, je voudrais me limiter au sens étroit du terme. Donc, il y a un texte écrit dans une langue, disons, B, et on essaye de transférer et reproduire le même message dans une autre langue, disons B. Donc, dans la plupart des cas, quand on a deux langues devant soi, pour beaucoup de gens, la deuxième langue, c'est une langue apprise et la langue A, donc, est très souvent la langue maternelle. Et comme il n'y a pas beaucoup de bilingues au Japon, il n'y en a pas beaucoup qui sont spontanément bilingues au Japon, donc moi-même, pour moi, le français, j'ai commencé à apprendre le français quand j'étais en 12e année de l'université. Donc, je ne suis pas du tout natif de cette langue. Et je suis natif, évidemment, du japonais. Donc, pour chacun, il y a une langue ou deux langues maternelles. Alors, qu'est-ce que c'est que la langue maternelle? Quand on essaye de la saisir en termes philosophiques, je pense que rien n'est plus amusant, plus intéressant que la langue maternelle. Parce que la langue maternelle nous aide à identifier l'existence de chacun dans sa structure et dans son contexte. Je ne vais pas vous assommer avec des affirmations philosophiques, mais nous vivons entre les innés et des acquis. D'un côté, il y a des qualités que nous avons, avec lesquelles nous sommes nés. Regardez-moi, je pèse 1,68 m normalement, je suis peut-être plus petit maintenant, mais j'ai une consistance plutôt petite. Et je n'ai pas de bons réflexes sportifs, mais je n'y peux rien. Je suis née comme ça. Mais ce n'est pas fatal pour moi. Même ces innés négatifs ne me sont pas fatals parce que ça ne représente qu'une situation pour moi. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Évidemment, donc ça fait partie des traits qui concrétisent mon existence. Donc, dans la situation qui m'a été donnée, je mène ma vie
et je peux modifier avec ma volonté. Donc là, je sais que certains théoriciens avancent l'idée selon laquelle tout est décidé, tout est prédisposé. Mais je pense que l'homme est ouvert face à la liberté. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre les hommes et les hommes. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau l'a bien dit dans son traité sur l'origine de l'inégalité sur les hommes, au début de son discours. Il dit que l'homme est perfectible. L'homme est perfectible, donc la perfectibilité, c'est une attribut qui qualifie, qui est une attribution par excellence qu'on peut accorder à l'homme. La perfectibilité peut aller dans un sens négatif aussi. Tout cela pour vous dire qu'on ne peut ne pas accepter les éléments innés, mais ça ne condamne pas du tout à une certaine façon de vivre. Notre identité est ouverte envers l'avenir. Et donc, pour ce qui est de la langue maternelle, c'est quelque chose, c'est un élément donné. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Et notre sensibilité, notre conscience sont structurées dans cette langue maternelle. Nous sommes complètement plongés et structurés dans la langue maternelle. Donc, nos affections les plus primaires, le joie, le colère, ne peuvent s'exprimer que dans la langue maternelle. Donc, dans mon cas, c'est le japonais. Quand je dis, excusez-moi de l'expression, mais des merdes, ça, c'est en japonais que je dois m'exprimer. Donc, si j'ose dire encore, si j'ose citer les propos de Milan Kundera, il a ses propos, je présente ses propos et je suis complètement d'accord avec lui, mais il dit qu'on ne peut ressentir l'obscénité que dans sa langue maternelle. Mais je pense que je peux dire n'importe quoi en français sans me sentir, sans avoir les sentiments de honte, sans toucher ma sensibilité, je peux tenir tous les propos obscènes en français. Donc, quand on ne connaît que la langue maternelle, dans quel état nous vivons? Je reviens un peu à Agatha Christophe, et il dit dans sa biographie, elle dit « Au début, je n'avais qu'une seule langue. Les objets, les marchandises, les sentiments, les couleurs, les rêves, les lettres, les livres, les journaux, tout cela relevait d'une seule langue, de cette langue. Ça veut dire que tous les signifiants et signifiés, voire les signifiants et les références convergeaient dans une seule entité, dans un seul état. Donc, la seule langue était sa langue maternelle, donc elle constituait l'identité qui est close, fermée, mais sans aucune inquiétude. Donc, j'aimerais bien approfondir là-dessus, mais la langue maternelle est très intime à chacun d'entre nous, mais nous subissons aussi des interférences et des contraintes imposées par la langue, par notre propre langue maternelle. Alors, est-ce que la langue maternelle constitue un horizon indépassable pour nous? On ne peut pas aller au-delà? Ma réponse est négative. Nous pouvons très bien dépasser les limites de la langue maternelle. On ne peut pas la rejeter, on ne peut pas la changer comme on change des baguettes ou des ordinateurs. Mais par rapport au corps dont nous disposons, et pour le corps, on peut dire encore, on peut développer des réflexions, mais le corps et notre âme on ne peut pas dissocier notre existence de notre corps. Le corps, pour nous, c'est comme un foyer. Et la langue maternelle aussi, d'un certain point de vue, on peut dire que ça fait partie du foyer
dans lequel nous vivons. Mais Agatha Christophe, telle Agatha Christophe, Nancy Houston, on peut s'exprimer dans une autre langue que notre langue maternelle. Donc nous pouvons encore acquérir, maîtriser, acquérir d'autres langues que sa langue maternelle. Donc nous vivons à la globalisation tous les jours. Donc nous rencontrons des langues étrangères au quotidien. Et quelle est la conséquence de rencontres avec d'autres langues étrangères? Donc, qu'est-ce qui change en individu? Donc, quand on n'a qu'une seule langue, donc, quand on sort de l'état initial de la chose, ça, je ne peux pas évoquer ce problème sans parler de l'internationalité de Saussure. La langue maternelle et le monde convergeaient complètement. Mais là, avec l'arrivée d'une langue étrangère, cela provoque certains décalages dans notre identité et ça stimule certaines consciences qui étaient ensommeillées chez nous et qui ouvrent notre présence, notre existence à d'autres cultures. Donc, cela nous permet de prendre la conscience de la finitude de chacun. Dans ce sens, la langue étrangère, la langue autre que la nôtre langue maternelle peut déstabiliser notre identité. Et en même temps, ça nous permet d'ouvrir la porte vers l'inconnu. Et nous pouvons nous ouvrir vers l'autrui. Et personne ne doit pas être imposé. Et cet apprentissage, cette maîtrise d'une langue étrangère, ça devient la langue de l'ennemi. C'était le cas de... c'est comme ça que Agatha Christophe a appelé la langue étrangère. Mais il y a des contextes différents, historiques. Je ne vais pas épiloguer longtemps sur ces détails. Mais quand on... Volontairement, quand on apprend une langue étrangère, c'est tout autre chose que d'être forcé à apprendre une langue. Et apprentissage d'une langue étrangère qu'on développe volontairement, c'est vraiment une expérience de liberté dont nous devons nous jouir. Et donc, une langue étrangère, c'est une langue maternelle des autres. Donc, s'intéresser à des langues étrangères et de s'intéresser aux autres. Donc, c'est une expérience vraiment interculturelle. Et comme je disais tout à l'heure, la langue maternelle, on ne peut pas la changer, la renouveler comme des outils, comme des baguettes ou des ordinateurs. Mais nous pouvons nous jeter dans les relations interculturelles. Donc, le rapport avec les langues, l'enseignement des langues, ce rapport est exploité à fond dans le domaine de la traduction écrite. Alors, au Japon, il y a un phénomène inattendu, ce qu'on appelle super traduction. Cela veut dire que le traducteur ne reste pas médiateur et il dépasse son rôle de médiateur et il se permet des involtures. Par exemple, il modifie les œuvres pour qu'elles plaisent mieux au public japonais et il se permet des choses que tous les traducteurs ne se permettent pas. Et de l'autre côté, surtout à l'université, on enseigne plutôt la philosophie ou dans les départements où on enseigne la philosophie ou les sciences humaines, on fait la traduction littéraire.
parce qu'il y a une idée qui dit que la traduction littérale est fidèle à l'œuvre originale. Mais la traduction directe ou littérale consiste à traduire mot par mot. Et il ne s'agit pas de la lecture de l'œuvre. Donc on traduit en japonais sans lire. Et c'est ce qui est impossible. Et on met un mot par un autre mot japonais et on essaie de comprendre avec l'association des mots en japonais. Et c'est pourquoi il n'existe pas une langue étrangère en tant que menace, ni en tant que porte qui ouvre le monde extérieur. Là, il ne s'agit pas d'une traduction. Et une traduction, hyper-traduction, de façon désinvolte, et il ne s'agit pas non plus d'une traduction. La traduction mot à mot n'est pas une traduction, parce qu'un texte est organisé forcément. Et on ne peut pas traduire une partie ou chaque partie en langue maternelle du traducteur. Et il faut bien comprendre le texte et il faut bien digérer les textes. Et ça, c'est le premier pas que doit prendre tout traducteur. Et cela revient à dire une sorte de piété face au texte. Et il faut se concentrer. Mais il y a tellement de difficultés en traduction, dans le travail de traduction. Par exemple, le mot nature, la notion de nature est complètement différente dans un milieu européen et japonais, et ça varie selon les périodes. Et donc, il faut connaître. Tout à l'heure, nous venons de parler du mot citoyen qui est traduit par simin en japonais, mais la notion de citoyenneté n'est pas comprise par le mot simin. Tout simplement, les Japonais pensent qu'il s'agit des habitants d'une ville. Et vouloir, le verbe vouloir et désirer. Il y a deux verbes. Par exemple, quand on entre dans une boutique, on nous demande qu'est-ce que vous désirez. Et le mot désir est traduit en japonais yokubo. Yokubo est une envie très importante. Et il y a une expression qui dit une femme désirable, Madame Zarat comprise. Et chaque femme souhaite rester une femme désirable. Mais si on traduit en japonais, ça devient une femme qui suscite une envie sexuelle. Mais tout simplement, en français, il s'agit d'une dame charmante qui est pleine d'attrayance. Alors, il faut distinguer les erreurs et les fautes. Donc, on n'en finirait pas à donner des exemples. Et dans chaque travail de traduction, c'est un travail dialogue et une tentation de synthèse. Et il n'y a pas de règles qu'on puisse suivre pour traduire quelque chose, mais il faut entrer dans le texte et il faut comprendre dans l'ordre que suivrait un natif. Et en plus, il faut changer de contexte parce que le contexte est référent. Son syntaxe, la grammaire et tout est différent en japonais, y compris la tradition japonaise. Voilà, c'est la traduction et c'est une expérience proprement dite interculturelle. Et c'est une expression transversale des cultures différentes. Et chaque fois, le traducteur doit se donner et s'engager
dans l'aventure et on n'est pas du tout dans une situation d'aisance et il n'y a que des difficultés. Alors, dans ce sens-là, c'est un engagement. Et au risque, malgré tous les risques, et en ayant une responsabilité face au lecteur, et c'est un défi qu'on se donne en faisant la traduction. Et voilà une question très importante, c'est l'altérité. Comment assumer l'altérité et comment saisir cette question d'altérité. Et je pense à Agota Christophe, Lidet-Nanks, Alain Sokal. Et j'ai choisi de les traduire parce que j'adore Proust. Sagan, François Sagan aussi. Mais ce sont des auteurs très français pour le public japonais. Et j'avais envie de présenter des écrivains complètement différents, le plus loin possible de l'idée de parisianisme. Et je voulais présenter au public japonais des œuvres excellentes, mais qui se situent à une position très loin de ce qu'on imagine de la littérature française. Alors, ce qui plaît au public japonais, ce n'est pas la peine de choisir, mais il faut que les œuvres présentées doivent donner un choc, mais y compris les réactions négatives. Il faut choisir des textes qui n'a pu naître que dans un contexte étranger. Et il s'agit d'envoyer un souffle différent de ce que connaît le public afin d'élargir la connaissance des Japonais ou élargir le champ du japonais. Et si je fais la traduction, ce n'est pas pour l'ambassade de France au Japon, mais c'est pour l'élargissement, pour élargir la culture japonaise. Et c'est ainsi que la culture est en mutation permanente, mais il faut respecter les différences et il faut prendre avec soi toutes les idées différentes. On ne va pas ignorer les différences, mais on essaie d'embrasser les différences. On devient riche de différences. Les différences nous enrichissent. Et c'est une université. Et sur cette université qu'on lance le pari. À l'université, nous avons appris les œuvres classiques de grec ancien, sauf les œuvres de Sophocle. Et je fais lire le même texte aux Japonais. Et ces étudiants japonais comprennent ces œuvres qui ont été écrites il y a 25 siècles et de l'autre côté de la Terre. Il est possible de les lire. Et pour cela, bien sûr, il faut avoir accès aux textes originaux, mais je propose aux étudiants qui comprennent le français, je leur demande s'ils arrivent à apprécier avec son niveau de français ce que je traduis en japonais. Mais bien sûr, chacun doit
l'idéal, c'est que chacun puisse lire en langue originale. Merci de votre attention. Première question, vous avez parlé d'une femme désirable. Y a-t-il des hommes désirables? Bien, Ok. Alors, je dois dire que effectivement, je découvre que nous avons la même bibliothèque mentale qui va de Proust à Annie Ernaux par Dominique Schnapper. Donc, je dirais ma réaction se fera en sympathie avec votre horizon intellectuel. J'ai tout à fait apprécié le débat que vous posez entre langue maternelle, langue étrangère, de les voir en quelque sorte dans leur relation, puisque, et vous l'avez même, je dirais, posé sur un plan social, c'est vrai que j'ai apprécié l'idée de prédisposition sociale et de montrer que souvent l'apprentissage d'une langue étrangère, le contact avec une autre culture, permet justement de dépasser ces prédispositions sociales. Hein. Le détour par une autre société est parfois nécessaire pour vous apporter la reconnaissance de votre propre société. Alors, je voudrais donc peut-être interroger je dirais, un usage de la notion de langue maternelle que vous faites, c'est-à-dire le singulier. La langue maternelle, certes, nous n'avons qu'une mère, hein, c'est biologiquement attesté, mais n'y a-t-il pas des locuteurs avec des langues maternelles, hein? Il y en a peut-être plus que des locuteurs avec une seule langue maternelle. C'est vrai que dans nos pays très monolingues, comme le Japon et la France, nous avons toujours tendance à raisonner sur l'idée d'une langue maternelle, mais n'oublions pas que peut-être la majorité de l'humanité a des langues maternelles. Alors, je voulais vous... puisque le concept d'intellectuel a été un fil rouge de la matinée à cet après-midi. Vous avez été présenté comme un intellectuel et je dois dire que je suis en sympathie avec la définition que vous donnez, hein, de quelqu'un qui dénonce la naïveté, qui met l'irrespect en quelque sorte au centre de son analyse. Simplement, je voudrais poser la question dans ce choix de termes qui désigne le mot intellectuel, hein, qui a été relevé donc dans les années 90 par Loïc Vacan, qui est français mais qui travaille aux États-Unis, et qui là donnait un certain nombre d'acceptions du terme, comment traduire le mot intellectuel en anglais. Voilà, je ne suis pas sûre finalement que ce terme fasse l'objet d'un consensus universel. Hein, nous en avons parlé aussi ce matin. N'oublions pas que nous sommes pas loin d'un grand pays qui s'appelle la Chine et qui, pendant l'époque maoïste, a mis les intellectuels au plus bas de la société. Hein, et que dans certains pays, être un intellectuel, c'est aussi une injure. Hein. Donc, je vous rejoins sur cette idée que les concepts sont aussi des phénomènes sociaux. Et donc, je voudrais juste faire une modeste allusion à une expérience qui est cette fois une expérience collective. Vous avez parlé de la position du traducteur comme une position solitaire. Je voudrais juste vous montrer, rappeler cette expérience, cette fois qui a été collective, où nous avons produit cet ouvrage, mais il a été traduit après en anglais. Il est en train il est traduit maintenant en chinois, il va sortir en juin, et nous avons donc fait l'expérience collective des abîmes de sens qui existent d'une langue à une autre, et nous l'avons fait collectivement, c'est-à-dire, enfin en tout cas personnellement, ça a été, et j'associe là, j'embarque Tony dans cette réflexion qui a été aussi partagée par Mariko Imeta et donc par Pierre Martinez sur ces abîmes de sens qui, je dirais, habitent l'espace intellectuel avec lequel nous travaillons.
hein, lorsque, par exemple, là donc je cite directement Tony dans un numéro du Français dans le Monde où nous avons interrogé par exemple la traduction du terme didactique en anglais, où, ça c'est le travail de Tony, la diversité des réponses et la diversité des sens qui sont derrière. Si on prend un autre exemple, outre celui d'intellectuel, le terme de race, hein, qui ne fonctionne pas du tout de la même façon, je dirais, en anglais, parce qu'il ne repose pas sur la même histoire sociale, hein, où le racisme, je dirais, était encore là et est encore emprunt la société américaine de par son histoire, où la ségrégation était donc un fait établi, mais où en Europe, le terme racisme est totalement coloré par la Seconde Guerre mondiale, hein, et par l'épisode du nazisme, et qui fait d'ailleurs que le mot race est maintenant, je dirais, un interdit scientifique. Hein, les travaux de Claude Lévi-Strauss ont montré comment le terme race n'était plus un concept scientifique, hein, mais un vrai préjugé, un vrai préjugé. Donc, nous fonctionnons, j'ai envie de dire, sur des abîmes de sens. Hein, et lorsqu'on utilise le terme plurilinguisme, multilingualisme en anglais, lorsque nous sommes dans l'espace, je dirais, américain, australien, canadien ou anglais, on est dans une vision de la société où le multilinguisme est et le multiculturalisme, je dirais, un élément identifié. Je dirais que, par exemple, en France, c'est donc un terme tout à fait explosif, et que le choix du Conseil de l'Europe a été de distinguer les deux entre une approche sociétale et une approche individuelle. Donc je dirais que notre métier, c'est de traverser en quelque sorte ces espaces semés de bombes là encore sémantiques, et je vous rejoindrai donc tout à fait sur l'idée que les concepts sont des phénomènes sociaux et que nous avons à les interpréter à travers l'histoire, une histoire sociale. Et je pense que c'est le défi auquel nous sommes confrontés comme traducteurs, mais je dirais plus généralement aussi dans le champ de la didactique des langues, parce que on voit que ces exemples-là que j'essaye d'apporter meublent notre espace conceptuel et en fait se réfèrent à des histoires sociales totalement dissemblables. Voilà, donc je voulais aussi vous remercier pour votre intervention. J'ai 3-5 minutes pour répondre aux commentaires de Madame Zarat. Je veux remercier Madame Zarat d'abord pour son commentaire. Donc, autour de la langue maternelle, je crois que en japonais, on n'a pas besoin de préciser s'il s'agit d'une langue maternelle ou des langues maternelles. Et ce matin, il y a eu des échanges d'idées sur le concept des intellectuels. Et le problème d'intellectuel est vraiment sans fin. J'ai étudié Julien Banda, Jean-Paul Sartre, également donc des philosophes français qui ont essayé de définir ce qu'est l'intellectuel. Dans le terme russe, l'intelligentsia diffère du concept de l'intellectuel à la française. L'intellectuel, je pense que existe dans notre pensée depuis l'affaire Dreyfus, donc c'est très récent comme concept. Donc, je ne peux pas traiter ce problème. Le problème est si énorme en l'espace de temps dont je dispose. Et je crois que l'intellectuel au sujet des pensées de Julien Banda, je crois qu'il est mal compris à travers le monde. Et je suis proche de ses pensées. D'un autre côté, il y a le platonisme, disons, ou le rationalisme. Contrairement à ces idées, l'intellectuel doit être perçu dans notre société. Il faut traiter le problème de la différence, de l'identité dans le contexte social.
Telle est ma conviction. D'autre part, c'est vrai que le traducteur vit dans une solitude relative. Moi, je parle beaucoup pour un traducteur. Un bon traducteur ne doit pas être bavard. Il ne faut pas imposer aux autres le moi trop fort. Il faut être transparent. Il faut rendre sa propre existence transparente. Voilà. Donc, je ne suis pas bien fait. Je ne suis pas un traducteur bien fait, disons. Il faut rester vraiment dans l'ombre si on veut être vraiment un bon traducteur. Donc, au sujet de l'abîme de sens, Madame Zarat nous a développé avec les idées concrètes des mots comme race, etc. En anglais, on dit méritocratie. Méritocratie, en anglais, voilà, c'est un terme, méritocratie, qui veut dire ce que ça veut dire, mais on mérite à acquérir le retour pour lequel on s'est investi. Je crois que c'est le sens qu'il y a dans le terme anglais. Donc on peut toujours dépasser toujours sa limite. Si on peut dépasser ne serait-ce qu'un petit peu, là on mérite à quelque chose. Mais je crois que dans ce même mot, méritocratie, le même mot ne signifie pas la même chose, qu'il s'agisse le terme français et le terme anglais. Et il y a un parabole de talent. Donc, dans la Bible, quelqu'un qui a essayé de multiplier sa ressource, patrimoine. Alors celui qui est déjà bien, qui est déjà très doué, est-ce qu'il ne peut pas attendre à une récompense aussi importante que celui qui n'est pas très bien fait au début, mais qui a réussi à développer une toute petite amélioration par rapport à sa propre nature. Et maintenant, je passe à un autre sujet, multiculturalisme, multilinguisme. J'éprouve une certaine distance entre moi et ces mots. J'ai peut-être une influence française. C'est vrai que dans la réalité anglo-saxonne, il y a les Anglais, les anglophones natifs, et il y en a qui étaient allophones au début, mais qui ont appris l'anglais. Donc, dans le multiculturalisme, il y a toujours l'idée de ceux qui sont majoritaires et d'autres qui sont minoritaires. Donc, les majorités ont plus d'influence, évidemment, dans la même société par rapport aux gens minoritaires.